Ah non, pas encore. Ah, ça va. C'est diffusé maintenant en direct sur Facebook. Voilà, ici, il dit terminé. Moi, il me dit voilà que c'est en cours. Mais il faut un délai. Tu me dis quand on peut y aller. Voilà, on est OK. Tout est On est bon. Voilà, c'est parfait. Eh bien, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, de vous accueillir. Donc, pour aujourd'hui, notre troisième conférence sur la visite de notre belle commune. Chez nous, vous savez, pas besoin de prendre l'avion ni de passeport de vaccination. Vous êtes confortablement installés dans votre fauteuil, votre divan, votre bureau pour une après-midi de découverte passionnante. Aujourd'hui, nous allons donc visiter Strivet pour aller jusqu'à Plainevaux et nous terminerons à La Rosière, toujours en présence de notre grand sage et expérimenté et plein de sagesse, Édouard David, donc président de la SBL de Neupré, que je salue, que je remercie encore pour sa présence, tout comme celle de Ludo et Axel, toujours fidèles au rendez-vous du lundi à 14h. Donc, nous allons partir à la découverte de notre commune, de son histoire, de toutes ses petites richesses, de tous ses coins cachés, et qui vont certainement nous apprendre énormément de choses. Et c'est dans ça que ça n'a pas de prix, ce genre de petite visite. Je te passe la parole, Édouard. Merci beaucoup. Consigne, Ludo, je peux partager donc... Oui, absolument, tout à fait. C'est fait. OK, oui. Voilà. Voilà, parfait, Edouard. Voilà. Nous sommes partis. Un peu trop vite. Voilà, donc la fois dernière, nous étions effectivement arrêtés à Strivet, point de départ de cette balade, avec un petit rappel quand même. Nous étions arrêtés au monument de Mentène. Ce monument de Mentène, le voici de nouveau. Il a été rénové très récemment, en 2014, à l'occasion du 100e anniversaire de la déclaration de la guerre 14-18. Et nous avions à cette occasion pu inviter les descendants du commandant de Mentène et réaliser une manifestation relativement conséquente. Nous avions pratiquement reçu près d'une petite centaine de descendants de cette famille. Vous les voyez sur la photo à droite en haut lors de l'accueil et de la réception à la maison des jeunes de Plainevaux avant de nous diriger vers le monument. Et la photo du dessous, c'est la commémoration devant le monument en présence du baron Jacques de Cartier-d'Yves, qui est un descendant de la famille et qui nous avait accompagnés tout au long de cette manifestation. C'était aussi à cette occasion que le petit panneau didactique avait été installé à gauche du monument. Le baron que vous voyez ici, en tenue de mariage, en tenue de militaire, mais à son mariage, il était un peu liégeois puisqu'il s'est marié avec une dame de Sauvage, Jeanne de Sauvage, qui était originaire ou qui habitait en tout cas le château que vous connaissez là à droite en bas, qui est le château de Tilve. C'était le château de Bunsrode qui appartenait donc à la famille de Sauvage. Et pour la petite histoire, cette famille de Sauvage possédait aussi un château que vous connaissez très bien quand vous passez à Sclessel, le long de la Meuse, le château de Sclessel, là où il y a aujourd'hui une compagnie de théâtre. Voici, c'était pour vous rappeler un peu le point de départ. Remarquez quand même les tenues d'époque. Nous sommes là en 1896, date de ce mariage. Nous prenons donc la direction de Strivet et nous avons en haut à droite une carte postale de l'endroit où nous voyons la ferme Colin. Et puis au milieu de ce monsieur qu'on va trouver sur toutes les cartes postales de l'époque, ce sont des cartes postales qui datent des années 1900-1905, qui étaient éditées par un monsieur Kuhn. Et ce monsieur Kuhn, sur toutes les cartes postales qu'il a éditées, se met en position. Donc, toutes les cartes postales de Neupré que vous voyez, éditées chez Kuhn, vous avez ce monsieur à chapeau boule qui se trouve au milieu, à droite, en haut, en bas de la photo. La ferme Colin que vous voyez ici, à gauche, en bas, vous la voyez telle qu'elle est aujourd'hui. Dites ferme Colin parce que ce sont les derniers propriétaires. Je salue Michel s'il nous écoute. Mais avant, la famille Colin a eu bien sûr pas mal de propriétaires puisque ce bâtiment est daté du XVIIe siècle. Et nous avons eu la chance de rencontrer en son temps Madame Colin qui nous avait donné quelques photos, permis de faire quelques photos. Je reviens en arrière, je vais un peu trop vite. Quelques photos de l'intérieur. Oh là là, j'arrive, hein, mais dans la précipitation,
Voilà. C'est parce que ma photo de droite est cachée par nos visages. Vous voyez, Madame Collet nous avait permis de photographier son intérieur, que vous envoyez une de ces photos à droite. Et elle nous avait aussi remis une copie d'un document qui était un bail de location de la ferme, de la Sens, qui datait de 1829 et qui nous permettait et qui nous avait fait découvrir que cette ferme, à cette époque, appartenait à un monsieur Frédéric Dautrep, qui est un propriétaire qui avait à l'époque un certain nombre de biens sur la commune, sur Strivet. Entre autres, nous avions péré son nom dans certaines possessions telles que des fours à choux. Là, voilà la photo, j'allais trop vite. À côté de la ferme Collet, vous avez le bâtiment de droite, tel qu'il était à l'époque, qui était une annexe de ferme, qu'on appelait la bergerie, et qui a servi pendant tout un temps de chapelle pour Strivet. Mais là, on se situe avant 1830. 1830 étant la date à laquelle on a construit la petite chapelle à côté du château de Strivet. Vous voyez la bergerie à droite est d'origine et vous voyez à gauche la bergerie en train d'être aménagée en logement, en train d'être restaurée. En face de la ferme Collet, vous voyez un autre bâtiment qui a été magnifiquement restauré. Et puis nous allons poursuivre notre route. Nous arrivons sur la place de Strivet, mais avant ça, nous avons abandonné à droite, après la ferme Collet, nous avons laissé sur notre droite un chemin qui descend vers Outsiplou et qu'on appelle Naoku. Naoku, c'est un terme wallon qui est bien défini et qui signifie quelqu'un qui est Naoku, c'est quelqu'un qui est paresseux, qui est indolent ou qui a la flemme. Hein. Nous arrivons enfin sur la place. Nous arrivons sur la place de Strivet. Qu'est-ce qu'on peut observer là-bas? Une croix qui existe toujours, qui a été légèrement déplacée et mise en bordure de voirie. C'est une croix qui date de 1831 et qui est reprise maintenant à l'inventaire du petit patrimoine que nous avons réalisé avec quelques volontaires et avec l'aide de l'administration communale. Et cet inventaire est d'ailleurs repris sur le site de la commune. Voyez aussi à côté la petite fontaine où on pouvait s'alimenter là-bas en eau potable. Et avant cette photo, avant cet état du lieu, il y avait là-bas un étang sur la commune de Neupré en général, et plus particulièrement sur Roteux et sur Plainevaux, il y avait effectivement pas mal d'étangs. Sur cette même place, nous avons fait deux documents qu'on peut dire hier et aujourd'hui. Voyez en bas à droite la façade telle qu'elle existe aujourd'hui et voyez en haut telle que la situation se présentait avant la guerre 40. Vous identifiez les ouvertures, hein. La porte d'entrée là-bas, la fenêtre au-dessus. Ce sont des photos que nous devons à M. Crépin, qui habite aujourd'hui à Anse, mais qui était un ancien du village de Strivet. La photo suivante, c'est le même bâtiment, mais c'est la cour intérieure. Donc, vous situez toujours, vous voyez la grille en bas à droite sur la photo d'aujourd'hui. À l'arrière, c'est donc la place de Strivet. Vous retrouvez la même grille et vous trouvez la façade telle qu'elle était à l'époque. Quand on poursuit le trajet vers le château, on passe le long de nouveau d'une mare, d'un étang, et puis on a sur la gauche un café, un café représenté à deux reprises, à droite et à gauche. La photo de gauche, vous voyez qu'il y avait déjà du monde, avec tous les véhicules parqués devant le café. Hein. C'est une photo qui date une carte postale qui date d'environ de 1910 à peu près. Et la photo en haut à droite du même café, qui était le café de la Haut-Maréchal, qui, elle, date des années 1880. La vie à Strivet, nous sommes ici devant la chapelle, à l'occasion de la procession, peut-être de la fête de village aussi. On sait difficilement dater cette photo. On la situe juste avant ou juste après la guerre 45. Vous avez à droite l'intérieur de la chapelle. C'est une chapelle, je l'ai déjà dit, hein, qui a été construite dans les années qui a été construite en 1830 par un monsieur Libert, qui était propriétaire du château de Strivet.
Cette chapelle a été modifiée à plusieurs reprises. Elle a en tout cas été agrandie en 1874. Quand on prend la ruelle Louis sur la droite, on voit très bien cette extension. Et puis elle a été restaurée en 1930 et en 2004 par les soins de la commune. Alors, cette photo, comme les autres qui suivent, nous les devons à M. Henri Krunenberg, qui nous a remis une collection vraiment intéressante de photos anciennes sur Plainevaux. Cette chapelle est dédiée à Saint Donat. C'est un saint qui protège de l'orage, de la tempête, de la foudre. Et il y a eu à une certaine époque sur la commune un orage relativement violent qui avait dévasté certains coins de notre commune, sauf Strivet. Donc Strivet avait été épargné, ce qui fait que quelques fidèles avaient décidé de faire une manifestation de reconnaissance, donc de mettre en place une messe de reconnaissance. Pour cela, ils se sont présentés en masse à la chapelle avec fleurs, végétaux pour décorer la chapelle et bougies allumées au sein de la chapelle et qui sera ramenée au domicile. Cette bougie devant protéger l'immeuble des intempéries dans l'année. Alors, une petite remarque ici, vous voyez le fronton au-dessus de la chapelle, c'est un fronton qui a complètement disparu. La représentation, nous l'avons encore ici relativement lisible. Par contre, maintenant, il n'y a plus. C'était en fait un fronton qui était peint. C'était de la peinture apposée sur du ciment. Il y a eu, il y a 2-3 ans maintenant, un concours en vue de remplacer ce fronton. Voici tel qu'il se présente. Donc, c'est un dessin qui a été réalisé par Émilie Collard, qui reprend les symboles que nous trouvons sur l'ancien fronton. Et celui-ci a été réalisé avec Christiane Bosman et moi-même en céramique. Donc, nous attendons impatiemment la possibilité de recimenter cette céramique sur le fronton de la chapelle. Alors, continuons la visite de Strivet lors de cette fête ou procession. Et nous voyons ici voyons le cortège. Il n'y avait pas les sanisettes à l'époque. Si vous voyez le petit monsieur sur le côté gauche de la photo, hein. Sinon, rien à en dire. Sinon, vous voyez de nouveau à droite le café dont je vous parlais tout à l'heure, qui doit se situer là où je mets le curseur. Autre vue de la fête au village avec le carrousel à proximité du château de Strivet. Toujours la même époque, hein, vraisemblablement juste avant ou juste après la guerre. Ce n'est pas impossible que ce soit une manifestation, la première fête de 1945. La guerre 45 est terminée et nous sommes ici en pleine saison d'été. Hein. À Strivet, on va faire une petite marche arrière, on va se resituer sur la place et prendre la rue de l'école pour visiter l'école de Strivet, avec à droite le bâtiment tel qu'il existe aujourd'hui. Et le bâtiment à la grande photocouleur, c'est l'école qui n'était déjà plus occupée et qui servait là-bas d'entrepôt au service des travaux, au service de la communauté, au service communaux, je dis bien. Alors, c'est une école, c'est un bâtiment qui a été créé. Donc, cette école a été ouverte en 1931 et dirigée par une seule et même personne, une seule institutrice qui était chef d'école, c'était Madame Leblanc. Et elle a fonctionné là-bas de 1931 à 1972. Cette école n'a pas connu d'autres institutrices. Il y avait, lors de la première inscription dans cette école, 17 élèves. Nous avons retrouvé la liste de ces élèves. Je ne vais pas vous la donner aujourd'hui, mais nous la possédons. Et c'était donc 17 élèves pour les 6 classes d'école primaire et avec mixité. Madame Leblanc a terminé carrière 1 an après la fermeture de cette école. Elle a été pensionnée en 1973. Et l'école est restée donc propriété de la commune pendant un certain temps. Elle a été vendue en 1999 et est donc devenue une maison particulière, comme vous le voyez sur la photo actuelle en bas à droite. Voici une photo d'une classe de Madame Leblanc. Vous voyez, Madame Leblanc est dans sa classe et à son bureau à droite,
avant que l'école ne soit créée, donc l'école créée en 1931, avant la création de cette école ou l'ouverture de cette école, les cours étaient donnés dans une maison qui se trouve à proximité de la chapelle, qui était la maison Lambert. Donc, c'était cours dans une maison privée. Il y avait 17 élèves à l'ouverture et à la fermeture de cette école, il y en avait 16. Nous retraversons notre fête foraine pour nous situer en face du château de Strivet. Vous voyez sur le document de droite, c'est un document qui reprend une date d'arrêté, 1989, c'est l'arrêté de classement du château de Strivet. Vous voyez en trait noir la zone protégée ou la zone qui a fait l'objet de ce classement, zone qui inclut le château, qui inclut aussi, vous voyez un petit détour ici, qui inclut la chapelle, et puis une partie de terrain en face, y compris le petit calvaire qui se trouve là-bas et quelques terrains situés sur la droite du château. On a retracé toute l'histoire de ce château et des propriétaires de ce château. Je ne vais pas vous les citer tous parce qu'il y en a pas mal. On peut vous dire en tout cas que le château date du 17e, 18e. On n'a pas de date plus précise, mais la possession, ce bâtiment était la possession de M. Potesta, qui lui était un major de cavalerie et qui était au service du prince-évêque de Liège. Après ça, on peut retenir comme propriétaire M. Libert, dont je vous ai déjà parlé, M. Libert qui a construit, qui est donc propriétaire du château et qui a construit la chapelle. Et ce M. Libert a acheté le château en 1791. Il était membre, lui, de la compagnie de charité des prisons de Liège. Vous voyez, une structure qui n'existe plus aujourd'hui, mais enfin voilà. Et en autre trace, 1854, un M. Dailleneux. Pourquoi est-ce que je le cite? Parce que c'est lui qui a fait don de la chapelle à la commune de Plainevaux. Donc, c'est depuis cette date que la commune en est propriétaire. Et enfin, en 1901, c'est la famille Braconnier qui a acheté le bâtiment, sans la chapelle forcément, et qui est encore propriétaire aujourd'hui. Voilà ce qu'il y a à dire sur ce document. Si nous passons sur le document suivant, là, une autre vue du château, vue actuelle à gauche, vue ancienne à droite, vous remarquez qu'il y a une différence. Entre autres, vous voyez les deux bâtiments ici, les deux annexes qui sont en façade n'ont pas la même hauteur. Donc, ça veut dire que la partie de gauche a été surélevée, surhaussée. Il y a eu pas mal de modifications à l'intérieur, des agrandissements, et il y a aussi construction de toutes les annexes qu'il y a au-delà de la cour. Donc, en fin de parcelle, il y a des écuries. Ça date des environs de 1900. La famille Braconnier avait pas mal d'acquaintances, on peut dire comme ça, avec l'architecte liégeois bien connu Paul Jaspard. Et Paul Jaspard est intervenu dans pas mal de bâtiments appartenant aux Braconniers, entre autres ici. Il a fait un projet de rénovation en 1905. Il est aussi intervenu sur le château de Neuville-en-Courdeau. Rappelez-vous, le château de la Costerie dont je parlais il y a maintenant 2 séances. Ce monsieur Jaspard a aussi construit des hôtels à Liège pour la famille Braconnier. Alors, voici une vue de l'intérieur du parc. C'est une vue que nous devons à Adrien Lafontaine, ceci. Vous voyez, vous situez, puisque vous voyez là-bas la ruelle Louis et la chapelle de Strivet. Et puis une photo que j'ai reçue récemment de certains amis d'Esneux. C'est le château de Strivet en cours de travaux. Donc c'est une photo, ceci qu'on sait dater très précisément des années 1907-1908. Vous voyez qu'il y a intervention ici, suivant les plans de l'architecte Jaspard. Et puis, je vous ai mis à gauche un petit dessin, un plan, parce que Jaspard non seulement a modifié les extérieurs, mais il a aussi redessiné les cheminées, les ferronneries, les menuiseries. Donc, c'était vraiment une rénovation complète. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour ceci? Je pense qu'on a dit l'essentiel sur le château de Strivet. On va donc pouvoir maintenant prendre la direction du village de Plainevaux. On va redescendre par la rue Fine-Pierre, mais on en a déjà parlé la fois dernière, remonter la grande route
nous arrêter un instant devant cette croix qui a été déplacée, réinstallée, comme vous le voyez, par les services communaux il y a maintenant 4-5 ans. C'est une croix qui date de 1859 et qui se trouvait avant dans les tournants plus en bas du village. Donc, on l'a remontée, si vous voulez, de quelques centaines de mètres. Elle se trouvait dans le talus à 5-6 mètres de hauteur. Elle n'était pas visible et prête à chuter. Donc, elle a été remise là-bas en évidence et c'est assez étonnant. Elle est encore régulièrement fleurie maintenant. Les photos suivantes vont vous montrer la grande route après-guerre avec la construction des immeubles. On est en bas du village, hein, là. Et puis, on va faire un petit arrêt devant ce qui était l'hôtel Bellevue, qui aujourd'hui est toujours présent, mais n'est plus du tout hôtel ou restaurant. C'est une maison particulière qui est dans laquelle il y a un projet de construction d'appartements. Alors, cet hôtel Bellevue appartenait à la famille Le Newell. Et en 1955, cet hôtel a été repris en gestion par la famille Lamers. Vous connaissez certainement Madame Lamers, institutrice qui est retraitée maintenant de Plainevaux. C'est donc ses parents qui ont repris la gestion de cet hôtel. Vous les voyez dans la photo en bas à droite. Ce sont les deux personnes qui sont à l'extrême droite là-bas, Monsieur et Madame Lamers, en compagnie de pensionnaires de cet hôtel. Dans cet hôtel, il y avait 5 chambres et il venait régulièrement en vacances des gens qui venaient de Serein, de Gemep, de Liège, de Flémal, donc vous voyez qu'ils ne faisaient pas nécessairement énormément de kilomètres. Il y avait très peu de locaux, sinon pour venir, je ne vais même pas dire boire un verre parce que ce n'était pas tellement habituel dans des hôtels, on allait plutôt dans les petits cafés du village, mais par contre, en cas de mariage, de communion, il y avait effectivement là-bas des réunions de famille, des gens du village. Madame Lamers me racontait aussi que dans les années 1960, ils ont hébergé des Américains et des Français qui travaillaient au cimetière de Neuville, entre autres des sculpteurs. C'est à l'époque qu'on a construit le mémorial du cimetière américain. Et le mémorial a été inauguré dans les années 60. Donc, les sculpteurs fréquentaient l'hôtel vers les années, à mon avis, 58, 59, 60. Ils étaient accompagnés forcément d'architectes probablement américains. Ils ont logé aussi des géomètres dans les années 60, un peu avant la fermeture, des géomètres en charge de dresser les plans de l'Université de Liège au Sartillement. Alors, en 1966, ce bâtiment a été vendu. Il a été repris, mais non plus comme hôtel, il a été repris comme restaurant uniquement, et certains s'en rappelleront encore, les anciens de Plainevaux, c'était devenu le restaurant du Père Louis. Si nous poursuivons la remontée du village, nous passons devant les ateliers du constructeur Thomas. Hein. Vous voyez le bâtiment au-dessus à gauche tel qu'il est aujourd'hui et en bas, photo ancienne d'avant-guerre 40. C'est un atelier dans lequel il y a sur l'enseigne, vous voyez, il est indiqué maréchalerie, machine agricole, poêlerie et serrurerie. Le point de repère entre les deux bâtiments, vous pouvez le voir, hein, vous voyez la tête de cheval ici, hein, que vous retrouvez sur la façade actuelle. Alors, il y avait au niveau de Plainevaux un deuxième atelier de construction métallique pour lequel, malheureusement, on n'a pas du tout de documents photos, mais par contre, on sait que cet atelier de construction métallique travaillait essentiellement pour Cockerill. Ça, je vais couper, si vous permettez, 30 secondes, parce que ça va gêner. Voilà, Axel, tu sais continuer l'exposé, s'il te plaît? On t'écoute. Le temps de me moucher. On pense à tout, mais pas à l'essentiel. Hein. Remarquez que j'avais pourtant pris mes précautions, hein, et tout. Mais donc, donc le deuxième atelier travaillait essentiellement pour Cockerill-Ougré et était dirigé par un monsieur Maurice Huberti, dont je vous reparlerai dans quelques temps.
Annie, mon épouse qui fait vraiment beaucoup de bruit. Hein. Et Vous allez à du direct, hein, Edouard. C'est du direct, c'est du direct. Donc, cet atelier géré par M. Huberti a fonctionné entre les années 1920 et 1935. Alors, je crois qu'il avait à peu près 16 à 17 ouvriers. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ce monsieur Maurice Huberti? Parce qu'il est lié à des événements de guerre dont je vous ai déjà parlé la fois dernière. Rappelez-vous de Paul Huberti, quand j'avais parlé de Strivet, de Paul Huberti, ce monsieur qui faisait de la résistance et qui a été fusillé en Allemagne, de même que monsieur Petermann. Mais monsieur Huberti, donc Paul Huberti, était le fils de ce monsieur Huberti. Et on verra tout à l'heure que la guerre 14 a aussi fait une victime auprès de ce monsieur Huberti, parce que son frère, qui s'appelait aussi Paul Huberti, a été tué, lui, durant la guerre 14-18. Donc, si je résume, Paul Huberti tué en 14-18, son frère Maurice, par hommage, quand il a un fils, l'appelle Paul Huberti, qui lui sera fusillé durant la guerre 40-45. Alors, si nous poursuivons, nous allons descendre vers le village. Et vous voyez ici, nous sommes au croisement en grande route avec la rue Croisette, avec un premier café. Il y en avait quelques-uns quand même ici, qui est le café Materne, ici tout de suite à gauche sur l'ancienne photo. Et puis plus haut, vous avez un autre café qui s'appelle le café des cyclistes. C'était tenu par la famille d'Amblon. Café des cyclistes, pourquoi? Parce qu'il y avait un commerce. Quand on regarde la photo, je vais déplacer mes photos ici, quand on regarde la photo en bas à droite, vous voyez au-delà du café, il y a une vitrine là-bas. Et la famille d'Amblon tenait un commerce de vélo. Tournons donc à gauche pour descendre vers le village. Et on va laisser sur cette gauche l'ancienne coopérative. Vous voyez le bâtiment tel qu'il existe aujourd'hui. Et puis de part et d'autre, les deux vitrines du temps du fonctionnement de cette coopérative. C'est une photo de Madame Donnet de Strivet qui a fonctionné dans ce commerce. Elle y a travaillé des années 52 à 59. Cette coopérative a fermé dans les environs de 1960. Vous avez à droite une vitrine où on voit les zonages, tout ce qui est tissu. Et puis, vous voyez du côté gauche, tout ce qui est, enfin, une partie de ce qui est alimentaire. Donc, c'était vraiment le petit bazar, comme on dit. Hein. Il y avait de tout. On pouvait y trouver de tout. En poursuivant notre visite, on arrive forcément près de la cascade du Bruta avec une vue actuelle à gauche, la vue de droite qui est nettement plus ancienne, où on stipule que cette eau est non potable. Et puis, vous voyez que la sortie était différente, c'était à travers un tuyau. Sinon, le site n'a pas vraiment beaucoup changé. Cette cascade du Bruta a été l'objet de plusieurs projets de restauration. Ce sont des projets de restauration tournés toujours autour des années 1935-40. Les dernières propositions dataient de la fin de la guerre. Vous voyez que cette première proposition ici envisageait de faire une rocaille, de camoufler les pierres maçonnées par des roches. Et puis le sommet quand même, c'est qu'il était envisagé de mettre au-dessus une statue. Et vous voyez le petit dessin là au-dessus, ce qui aurait dû être la statue de la cascade de Bruta, le mannequin piece de Plainevaux. La rénovation, le projet de rénovation qui a suivi, c'est ce projet-ci qui date, lui, de 1939. C'était un projet beaucoup plus élaboré, vous voyez, où il y avait des projets de maçonnerie. Le cahier de charge avait été établi, était très détaillé, avec même des précisions qui stipulaient que cette canalisation devait être récupérée, renettoyée, retraitée, canalisation qui permettait donc de remplir les tonneaux. Et vous voyez la photo de droite qui vous montre un de ces véhicules, de ces tonneaux en cours de remplissage. Encore aujourd'hui, un fermier de Roteux, de la Rimière, qui vient systématiquement remplir ces tonneaux à la cascade du Bruta. Alors, pour la petite histoire, quand on se situe dans les années 1840, vous
où avant 1840, il n'y avait pas de pont à Plaine-Vaux. Donc les deux rives du ruisseau n'étaient pas accessibles, sinon par un petit pont, une petite passerelle qui existe toujours et qui se trouve derrière l'école gardienne. Si vous voyez, quand vous descendez derrière l'école gardienne, vous avez une petite passerelle qui vous permet de passer de l'autre côté. Donc c'était pour les piétons envisageable, pas pour les véhicules. Donc les chariots qui voulaient passer d'un côté à l'autre du ruisseau devaient passer par le gué qui existait au pied de cette cascade du Bruta. C'était le seul moyen. C'est après 1840 que se sont construits les différents ponts qui ont joint les deux rives du ruisseau. Alors, le bâti bien connu, pour montrer la source, une des sources, il y en avait d'autres. En voici une deuxième qui a disparu. Donc, voilà la source ici qui se trouvait pratiquement en face du débouché de la rue Linette. Ce que vous voyez à gauche, là, c'est la haie qui aujourd'hui est la haie de l'école maternelle. Cette source a été remblayée parce que l'eau était estimée de moins bonne qualité. Et quand vous allez voir le long de cette haie, vous voyez toujours un écoulement et une canalisation qui envoie cette eau vers le ruisseau. La photo de droite vous montre le bâti avec les constructions de l'époque. On est juste avant la guerre, là, dans les années 1940-1945, en termes d'époque globale, et le terrain en contrebas, le long du ruisseau, est en fait une plaine de sport. Il faut vous dire que le parking de l'école maternelle n'existait pas, que le ruisseau n'était pas canalisé, donc tout cet espace était soit de terrain, soit de verger, donc espace verdure. Si on fait un demi-tour, on se retrouve face à l'église. Alors, cette église est très vieille. Les premières traces, en tout cas la première trace, c'est-à-dire la première partie, qui est celle-là. Donc, c'est un bâtiment rectangulaire avec toit en pente, date de 1535. À cette époque, il n'y avait donc pas ni de tour ni de chœur. Ce n'est qu'en 1723, donc presque 200 ans plus tard, que cette tour a été construite et qu'un chœur a été construit à l'avant du bâtiment. Et puis par la suite, en 1853, on en arrive à la photo de gauche qui montre le nouveau clocher. Alors, il y a un cimetière autour de l'église. Ce cimetière a été fermé, lui, dans les années 1867. C'est une église, donc la partie ancienne que vous voyez là-bas, c'est un style roman. Malheureusement, en 1969, l'incendie a détruit cette église. Voici la photo de droite. Vous voyez, durant l'incendie, on est en haut du village, là. Et la photo de gauche vous montre l'église incendiée vue de l'école gardienne. Donc, ce que vous voyez, c'est la façade de l'école gardienne actuelle. C'est, comme je le disais tout à l'heure, j'en discutais avec Ludo et Axel, vous voyez quand même l'impression, l'importance de ce clocher par rapport au bâti environnant. C'était vraiment écrasant comme construction. Alors, pourquoi est-ce que j'ai repris cette photo? Parce que d'une part, on y voit l'église, bien sûr, mais aussi l'école primaire de l'époque. Et le bâtiment ici, à côté, un peu plus bas, c'était en fait la maison de l'instituteur qui avait sa maison, qui avait des appentis ici, le petit bâtiment qui entre-temps a disparu. Et puis devant, c'était cours de récréation et verger. J'ai retrouvé là-bas une photo, enfin que j'ai retrouvée, c'est une photo qui m'a été montrée par Jean-Marie Pissard avec une petite fille qui s'appelle Lucie Duchesne, qui est en fait la maman de Jean-Marie Pissard, mais qui était aussi fille et petite-fille d'instituteur. Et voilà, vous voyez donc dans la cour de la maison de l'instituteur. Vous voyez en hauteur, là, l'église se trouve un peu en haut à droite. Une petite barrière qui permettait de passer, de rejoindre la route par un petit pont, parce que je vous dis, le ruisseau n'était pas canalisé à cette époque.
Là, l'église telle qu'elle a été reconstruite, hein, cette église a donc été démolie incendiée en 1969. Il a été inauguré 13 ans après seulement, donc en 1982. Il a donc fallu 13 ans pour en arriver à reconstruire ce bâtiment. Et entre-temps, les messes se donnaient dans un bâtiment qui était intégré à l'école communale aujourd'hui, hein, qui se trouvait à côté de la maison de l'ancienne maison des jeunes. Alors au niveau de cette nouvelle église, vous voyez, j'ai mis à droite l'intérieur et la photo du bas montre que lors de cette restauration, il y a eu aussi études et dessins de la nouvelle menuiserie et des luminaires donc, qui ont été imaginés en fonction de cette nouvelle construction. Certains éléments anciens ont été récupérés, hein, comme la porte que vous voyez, la porte sur la photo en bas à droite. Alors, remarquez ici sur le mur, oui, petite histoire, hein, ce mur de soutènement, à l'origine, n'existait pas. Hein, lors de la première chapelle, vous aviez un talus qui montait vers la chapelle. Mais étant donné l'avancement et l'importance de la nouvelle tour, on a dû créer ce mur de soutènement pour soutenir le terrain. En fait. Alors, les deux plaques que vous voyez là-bas, sur la photo actuelle, ce sont deux plaques commémoratives des incidents de la guerre 14-18 qui se trouvaient dans le hall, dans le sas d'entrée de l'église, donc en dessous de la tour, et qui ont été sauvées lors de l'incendie et placées provisoirement sur ce mur. Mais depuis, ces deux plaques ont disparu et ont été positionnées sur le mur de l'école gardienne que vous connaissez. Hein. Elles ont été placées de part et d'autre d'un autre petit monument qui, lui, a été récupéré sur le monument aux morts de Plainevaux, qui se trouve à la Vierge aux Chênes. Au Chêne, pas à la Vierge aux Chênes, non, aux Chênes à la Vierge. Quand on a modifié les monuments, hein, pour les adapter et mettre le souvenir de la guerre 40-45, on a enlevé cet élément de la guerre 14 et on est venu le placer sur le mur de l'école gardienne. Alors, si vous examinez ces informations, sur le côté gauche, vous avez les militaires qui ont été tués durant la guerre 14, et vous avez sur la partie droite les civils qui ont été tués sur la partie, durant cette même guerre. Et vous voyez les noms, hein, de Cronenberg, Delahaut, Duchesne, Gilman, Hendrick et Lefebvre. Ce sont des gens qui ont soit été tués parce qu'ils s'enfouillaient à Strivet lors du retour des Allemands qui ne parvenaient pas à prendre possession du fort de Boncel, s'enfouillaient dans les champs, ils se sont fait mitrailler et tuer là-bas, ou bien alors, comme dans le cas de René Duchesne, et vous voyez le nom, hein, de nouveau, René Duchesne, c'est un nom que j'ai déjà cité. Lui, René Duchesne était un jeune, c'est celui sur la photo de droite, jeune étudiant en ingénieur, vingtaine d'années. Il s'est fait arrêter à Strivet et puis conduit à Esneux, à l'hôtel, au café du coin, là, au café Stella Bellevue, hein, au coin du pont. Il a été enfermé là-bas avec d'autres prisonniers et fusillé et exécuté plutôt le lendemain, le 5 août. Il y a un monsieur, je crois que c'est monsieur Gilman aussi, lui, n'a pas été tué à Strivet, il a été tué dans une des maisons, dans la seule maison qui existait à côté de la station radio qu'on a vue la fois dernière. Rappelez-vous de la vue aérienne où on voit la station radio et une seule maison à côté. Il était là-bas en visite chez un parent et les Allemands se sont présentés et l'ont tué là-bas. Alors, du côté gauche, nous avons donc les soldats M. Moreau, Félicien, qui lui est mort en captivité, et puis Paul Huberti, dont je vous ai déjà parlé. Donc, ce Paul Huberti, lui, était étudiant vétérinaire. Il avait fini, je pense, comme on dirait aujourd'hui, les années de bachelier. Il a été tué, il a été blessé d'abord à Lambarseille, hein, donc il était militaire, blessé à Lambarseille en novembre 1914. Et malheureusement resté sur le champ de bataille sans soins pendant 2 jours. Hein, il était blessé au genou. Après, après ces 2 jours de souffrance, il a été hospitalisé à Calais.
où là-bas, on a dû l'amputer d'une jambe. Alors, les parents, pour rendre visite à leur fils, ont été obligés de quitter la Belgique par la Hollande, hein, avec déjà la difficulté de passer la frontière hollandaise, ce qui n'était pas facile. La Hollande étant un pays neutre, mais la frontière était fermée, de rejoindre l'Angleterre, puis de l'Angleterre rejoindre Calais, pour se rendre compte, quand ils sont arrivés à Calais, que leur fils était décédé. Alors, Paul Luberti, c'était donc l'oncle de Paul Luberti tué à la guerre 40-45. René Duchesne, oui, je dis bien René Duchesne, lui faisait partie d'une famille bien connue aussi sur Plainevaux, que je vous présente quand même parce que c'est au départ une famille qui est à l'origine de nombreux instituteurs et institutrices qui sont toujours présents aujourd'hui sur la commune de Neupré. Donc, le premier instituteur, Duchesne, est entré en fonction en 1828, je pense, un peu. Non, il est né en 28, donc 20 ans après, 1840. Et nous avons toujours aujourd'hui des descendants de ce monsieur enseignant sur la commune de Neupré. La photo de droite vous montre ce monsieur qui s'appelle Jean-Louis Duchesne, donc c'est lui qui était à la base de cette génération d'instituteurs. Ce Jean-Louis Duchesne a eu un fils que vous voyez là-bas, Arthur, avec comme descendance René, Albert, Lucie et Jeanne. Le René que vous voyez là-bas, c'est le René dont je viens de vous parler, qui a été tué durant la guerre 14, le jeune garçon qui a été fusillé. Albert est devenu aussi instituteur, Lucie et Jeanne également. Pour la petite histoire, ce Albert Duchesne, c'est le monsieur par lequel nous avons pu retracer toute l'histoire de la guerre 14 à Plainevaux. Il était instituteur et comme travail pédagogique, il avait à l'époque rédigé 2-3 documents traitant de l'arrivée des Allemands, de l'occupation et de la délivrance. Pour la petite histoire toujours, Jean-Louis Duchesne, que vous avez là-bas à droite, et Arthur Duchesne, qui est instituteur, ont été aussi secrétaires communal chacun. Alors, au-delà de cette photo, d'autres membres de la famille, Génie, Duchesne, Elvire Huberti, Jean Huberti, dont certains se souviennent encore, et aujourd'hui, des membres de la famille Zanceval sont passés et sont toujours dans l'enseignement communal. En poursuivant la remontée du village ou la descente du village, souvent le sens dans lequel on fonctionne, on arrive devant la ferme qui appartient à la famille Dardenne. Vous avez à droite la photo actuelle et à gauche la photo de la destruction de cette ferme en 14. Il faut savoir que cette ferme, avant d'appartenir aux Dardennes, appartenait à la famille Château. Et puis, malentendu, durant les premiers jours de la guerre 14, le fort de Boncel reçoit un message signalant que les Allemands étaient présents à la ferme du château. Et les artilleurs de Boncel ont confondu, au lieu de tirer sur la ferme du château de Plainevaux, là où étaient les Allemands, ils ont tiré sur la ferme appartenant à la famille Château. Donc, un malentendu qui a provoqué la destruction de ce bâtiment qui a été reconstruit en 1920. C'est un bâtiment relativement important et imposant. En taille de bâtiment, c'était pratiquement le deuxième bâtiment après le château de Plainevaux. Alors, voici une vieille photo d'époque que je ne parviens pas à dater, mais quand je vois la construction, ce n'est pas impossible que cette photo date d'avant la guerre 14. La personne de droite, c'est un bourgmestre de Plainevaux qui s'appelle Camille Delincé, qui habitait la maison au coin de la rue Maton. Donc, quand vous montez la rue Maton, la maison à droite appartenait à ce monsieur Delincé, qui est d'ailleurs parenté au propriétaire de la ferme d'Ardennes ou de la ferme Château, comme vous l'entendez. C'est d'ailleurs dans le pré à côté de cette maison qu'on fait le grand feu.
Et ce pré, à l'époque, on l'appelait le jardin ou le pré du maire. Dernière photo du village, c'est une photo de fête foraine. Vous voyez le carrousel qui est installé en face de la maison Pissard. Nous pouvons comme ça arriver au château de Plaine-Vaux. Je commence par vous montrer une représentation du château tel qu'il se présente aujourd'hui après l'aménagement des appartements. Ces volumes sont pratiquement identiques à ceux qui existent là-bas depuis 1900. Une seule différence, c'est bien sûr les ouvertures, hein, parce que tout ça a été aménagé pour en faire des maisons, des appartements. La seule différence en termes de volume, c'est le bloc ici, qui se trouve dans l'alignement du château, qui était en fait là-bas la maison du fermier. Donc vous aviez d'une part le complexe ici château et puis le complexe ferme, et cette maison de fermier a été détruite parce qu'estimée non suffisamment stable pour permettre la construction de ce nouveau bâtiment. Tout le reste, tous les autres volumes sont restés tels quels. Ceci, après 1900, c'était les écuries, hein, et vous aviez là le château, avec une petite partie ici qui était à une certaine époque l'habitation du fermier. Des vues que nous connaissons, hein, c'est les vues avant restauration. Vous avez la façade avant. Cette façade avant, c'est une façade qui a été modifiée dans les années 1860, 1870. Elles ont été modifiées suivant les plans d'un architecte qui s'appelle Jean-Charles Delceau. C'est un architecte relativement connu. C'est lui qui a fait, entre autres, l'église de Dizon et qui a fait aussi l'aile nodgée du palais provincial. Donc, quand vous voyez le palais provincial, la partie gauche du palais provincial a été faite par cet architecte. Je pense que c'était le premier architecte du service provincial des bâtiments. Donc, c'est Jean-Charles Delceau. Alors, il avait des goûts un peu particuliers. C'est un fervent du style néo-gothique. Et vous voyez le château, hein, les créneaux qu'il a installés là au niveau de la façade avant. Et on l'a échappé belle parce qu'il avait envisagé dans un premier temps de démolir les toits, de bouger les toits et de faire là-bas des toits plateformes avec des créneaux également. Alors, la photo de gauche, c'est la photo de la cour. Cet architecte Delceau, il a fait des modifications très conséquentes. Il a pratiquement doublé l'épaisseur de ce bâtiment. Et vous voyez là-bas sur le coin de la tour, hein, des vestiges des anciennes ouvertures. C'était habituel à l'époque, on l'a fait aussi au château de Neuville, je vous l'ai signalé, pour rendre le château habitable et plus confortable, on augmentait sa dimension et on doublait souvent l'épaisseur de ces bâtiments. Alors, c'est un bâtiment qui a été construit en 1653 par les moines du Val-Saint-Lambert, on y reviendra plus tard. C'est ainsi que vous trouvez sur la façade de ce bâtiment deux armoiries. Hein, voyez l'armoirie en bas à gauche, qui est celle de l'abbé de Taxilis, et l'armoirie au-dessus à droite de l'abbé de Pierrepont. Ce bâtiment a donc été construit sous ces deux abbés, donc il a été construit, il a fallu quelques années pour construire cet édifice, bien sûr. Alors, je vous ai dit que, oui, voilà, la première représentation que nous possédons du château de Plaine-Vaux, qu'est-ce qu'on peut constater? C'est qu'il y avait trois tours. Hein. Aujourd'hui, seules ces deux tours-là subsistent. Vous remarquez aussi qu'il y avait de l'eau. Enfin, faites-moi confiance, on ne voit pas. Il y avait de l'eau autour de ce bâtiment-là. Mais comme le terrain est en pente, à la partie avant, on avait dressé une digue pour retenir ces eaux qui s'écouleraient ici par un canal, hein, sur la droite du château, pour alimenter un étang qui se trouvait au-dessus de la cascade du Brutat. Donc, quand vous allez d'ailleurs au-dessus de cette cascade, vous voyez qu'il y a encore des zones très marécageuses. Il y avait là-bas un étang donc alimenté par ce canal. Sur la droite, vous aviez les vergers et les jardins.
On y accédait par un petit pont là-bas. On a encore trouvé lors des travaux au château dernièrement, on a vu des vestiges de ce pont et de cette sortie qui permettait de se rendre dans les jardins. Remarquez aussi les ouvertures qui étaient très petites. Hein. C'est une représentation qui date à peu près de 1720. Remarquez aussi ce qu'il y a sur la grande tour. Je vous rappelle, construit par le Val-Saint-Lambert, et ceci était la chapelle. C'était le cœur de la chapelle. Alors, Révolution française, ce bâtiment est racheté par la famille d'un général napoléonien, un général Loison, et sa descendance. C'est un général qui a une triste réputation, puisque c'est lui qui a procédé à la démolition de l'abbaye d'Orval. Il a donc possédé une partie de ses propriétés ici, mais il a aussi possédé le château de Choquier. Et je pense qu'il est d'ailleurs mort au château de Choquier. Après cela, ce bâtiment a été acquis par la famille, par le baron de Waa, qui a modifié ce bâtiment pour en faire une espèce de château de plaisance. Et pour ce faire, il a donc appelé, comme je le disais tout à l'heure, un architecte qui s'appelle Jean-Charles Delceau, qui a dressé ses plans. Donc, comme quand on fait une nouvelle construction, on fait toujours un état des lieux. Et voici l'état des lieux qui date de 1843. Qu'est-ce qu'on y observe? Vous voyez ici en bas, ce que j'entoure avec la flèche, c'est ce qui subsiste de cette construction. Vous voyez les deux tours qui subsistent. Celle-là a disparu. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la ferme était située autour du château. Donc, vous aviez ici un bâtiment carré avec château, l'habitation du fermier qui se trouvait là-bas, la partie encore avec étage que vous avez vu tout à l'heure, que j'avais pointé tout à l'heure, et puis tout le reste était d'un seul étage, d'un seul niveau. Il s'agissait des écuries, des porcheries, etc. On accédait par où? Parce qu'il n'y avait pas de sortie vers le village. On y accédait par un pont ici. Il y avait un pont qui passait sur une douve pour accéder à cette cour. Donc tout ça a été démoli par la famille de Waa. La ferme a été reconstruite à côté, comme vous avez vu sur le premier plan vue aérienne que je vous ai montré. Ceci a l'intérêt de vous montrer aussi comment situer la façade. Et vous voyez que la façade du château a déjà bien évolué. La tour a fort disparu ici, a déjà été rasée. Les ouvertures ont été agrandies. Il faut savoir qu'au-delà de Jean-Charles Delceau, il y a un autre architecte qui est intervenu sur ce bâtiment. Vous avez peut-être déjà entendu, c'est Jean-Gilles Jacob. Jean-Gilles Jacob était un architecte qui, lui, travaillait pas mal pour le Val-Saint-Lambert, mais il a construit aussi la petite église de Roteux. Donc, c'est lui qui est intervenu là-bas. Mais il a construit aussi des bâtiments comme l'abbaye du Val-Saint-Lambert. Donc, vous voyez, des bâtiments assez imposants, comme le château de Bornanville aussi, et d'autres encore. La maison de Jean-Gilles Jacob existe toujours. Pour ceux qui vont de temps en temps visiter, je ne sais pas si ça existe toujours, la foire aux livres, la Hermal, Souris. Le presbytère à côté de ce château, le presbytère est en fait la maison de Jean-Gilles Jacob. Donc, pour vous dire ici que le plan, voilà l'état des lieux sur lequel va se baser l'architecte pour en faire le château que nous connaissons aujourd'hui. Donc, avec démolition de la ferme, construction de la ferme, d'une ferme à côté, et puis alors modification de ce château, comme je vous le disais, en doublant l'épaisseur de celui-ci. Voilà tel qu'il se présentait à une époque un peu plus fastueuse, puisqu'on était ici avant la guerre 40. Vous voyez comment le parc en façade de la cour était en tout cas aménagé. Et cet aménagement, ces jardins, ces parcs étaient gérés, entretenus par le monsieur que vous voyez à droite. Et là, de nouveau, c'est une photo que nous devons à Madame Lamers. C'était le jardinier de l'époque, monsieur Alfred Prégaldien, qui habitait la maison du jardinier, que tout le monde a envie aujourd'hui, la maison du jardinier. Quand vous êtes à la cascade du Brutas, c'est la maison qui se trouve sur la droite, la dernière maison en pierre avant d'entrer dans le domaine du château. C'est une belle maison. C'était la maison du jardinier. Je crois que je n'ai rien oublié concernant le château, l'essentiel en tout cas. N'hésitez pas, si vous avez des questions, là,
Alors, ça nous permet de prendre la direction de la Rosière, avec une vue, comme on met ici, panoramique de la Rosière. Voyez, qu'est-ce qu'on peut voir de remarquable à retenir sur cette photo. Il faut retenir ceci, la barque. Hein. Donc, il y avait à hauteur de la Rosière possibilité de passer l'Ourthe, on en reparlera tout à l'heure. C'était un des moyens d'accès, parce que cette Rosière, à un moment donné, a été auberge. C'était un des moyens d'accès d'accéder à cette auberge. Ce que vous voyez dans la cour, là, ce sont des jeux, hein, des tables, et des tables qui sont à l'abri aussi ici. Alors, c'est un bâtiment qui n'est pas vieux, on peut le situer aux environs du XVIIe aussi, ce bâtiment. Je vais vous montrer la façade. La voici. On soupçonne très fort que cette façade a été retravaillée aussi par le même architecte qui est intervenu au château de Plainevaux. Ce qui nous fait dire ça, vous voyez, ce sont ces fameuses colonnes en pierre qu'on retrouve dans les modifications du château qui datent de 1850-1860. J'ai oublié de vous dire, hein, que le château vous voyez, j'oublie toujours des choses, que le château de Plainevaux, après la famille de Roy, a été acquis par la famille Braconnier. Hein, donc, ça, vous vous en doutiez, il est connu comme le château Braconnier, effectivement. J'en reviens donc à cette construction qui finalement deviendra aussi propriété de la famille Braconnier. Mais avant cela, on a trace d'un monsieur Damery. On en parle pour ceci, mais on en parle aussi parce que sa pierre tombale est dans l'église de Plainevaux. Et ce monsieur Damery, il était chanoine à l'église Saint-Paul à Liège. C'est donc dans le hall, je pense que c'est la pierre tombale qui est dans le sas d'entrée de l'église de Plainevaux. Et puis alors, ce bâtiment est devenu la propriété de la famille Braconnier Nagelmakers. J'ai l'impression d'oublier quelque chose. Oui, peut-être avant de vous parler c'est effectivement, j'oublie l'essentiel. Je vous ai parlé souvent du Val-Saint-Lambert, mais il faut savoir qu'au XIIe siècle, les seigneurs d'Esneux ont cédé aux moines de l'abbaye de Civry. Civry, c'est tout près de Charleville-Mézières. Ont cédé des terrains. Le seigneur d'Esneux, je reprends, le seigneur d'Esneux a cédé à ces moines de l'abbaye de Civry les terrains de Plainevaux, de Strivet et de Rosières, avec obligation de venir s'y installer, de venir en tout cas installer une abbaye à cet endroit. On a vraiment très peu de renseignements. Est-ce qu'ils se sont installés au bord de l'Ourthe? Est-ce qu'ils se sont installés à Strivet? On ne sait pas. Il faut vous dire qu'on est au XIIe siècle, en 190. Toujours est-il que les moines sont venus de cette abbaye de Charleville-Mézières à une dizaine. Ils ont essayé de vivre dans cet endroit pendant 1 an ou 2, mais ils ont déclaré forfait, conditions de vie beaucoup trop difficiles, et sont retournés à leur abbaye mère à Civry. Pour essayer de les réattirer dans la région, ils ont reçu des dons supplémentaires. Ils ont reçu entre autres des terrains qui se situaient à Serein, au Val-Saint-Lambert. Et voilà les moines revenus, mais non plus à la Rosière, mais revenus au Val-Saint-Lambert, là où ils ont créé l'abbaye que vous connaissez, la fameuse abbaye du Val. Cette abbaye du Val-Saint-Lambert est restée en possession de Rosières, de Plainevaux et de Strivet pendant un certain temps. N'empêche qu'ils ont vendu ces terrains vers 1930, pardon, 1300 et quelques, et ils sont réentrés en possession après vers 1600 et quelques. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont vendu ces terrains, donc de Plainevaux, Strivet, Rosières, pour les racheter quelques années, 200-300 ans plus tard? Certains textes montrent que ces ventes ont été quelque peu très compliquées et que la rentrée en possession de ces terrains par le Val l'était tout autant. Mais on n'a pas des explications complètes à ce sujet-là. Donc, toujours est-il qu'il
Ils ont récupéré leur terrain vers les années 1600, ce qui explique que le château a été créé vers 1653 et pas avant. Donc la Rosière, endroit éventuellement où il y aurait eu tentative d'installer une abbaye. Remontons, passons quelques années pour dire donc que ce bâtiment est devenu propriétaire de la mine et qu'il a servi, qu'il a été utilisé comme auberge, en tout cas occupé par une auberge, dont voici quelques documents. Vous voyez la photo, la grande photo, c'est une photo qui date de 1905. Je ne vois pas la date parce qu'elle est cachée, je vérifie. 1905, effectivement. Voilà, vous voyez le personnel de cet hôtel, en nombre quand même. Et vous voyez en haut à droite la zone de détente dont je vous parlais tout à l'heure sur la vue aérienne, la vue panoramique, où on voit les tables, les bancs mis à l'abri. Et puis la photo suivante qui vous montre que ce n'était pas toujours à sec. Voici une inondation qui date de 1900. C'est la partie basse du jardin qui était souvent inondée. La partie haute ne l'était pas fréquemment. Ce qu'il faut surtout remarquer, c'est que les gens étaient quand même là, mais aussi les pêcheurs. Vous voyez le monsieur là, installé sur un banc en train de pêcher. Edouard, on sait d'où vient le mot la rosière? Comment dis-tu? Sait-on d'où vient le mot rosière? Mais de roseau, vraisemblablement. De Tu vois, roseau, roselière, vraisemblablement. Oui. Il y a des rosières, c'est un nom qui n'est pas exceptionnel. On a des rosières un peu partout. Il y en a entre autres en France. Quand on fait une recherche, c'est un nom qui est fréquemment utilisé. Alors, autre vue, on parle de la ferme de la Rosière, mais le bâtiment que nous connaissons aujourd'hui, c'était en quelque sorte, du temps où c'était un bâtiment avant l'auberge, c'était un peu la maison du maître, ce bâtiment. Et la ferme de Rosière, la voilà. Cette ferme se trouvait un peu plus vers la gauche, donc quand on part vers Esneux, là où il y a la fameuse source et le petit mur où vous avez la source. Vous voyez sur la photo en bas, la grande photo ici, vous avez le petit mur avec cette source qui coule toujours, où l'administration ou les services travaux ont d'ailleurs réaménagé un peu une fontaine là au milieu. Ben, voilà la photo de cet endroit. Et vous voyez ici sur le côté gauche, un petit morceau de bâtiment, c'est celui-là. Donc c'est en fait la ferme qui a été malheureusement bombardée en 1944. Donc 44, c'est l'époque où la région de Liège a été fortement bombardée, toute la région de Liège. Et par inadvertance, une bombe ou un robot, je ne sais pas avec précision, mais une bombe est tombée sur ce bâtiment et l'a détruit. Et si vous entrez, d'ailleurs, cette haie existe toujours. Si vous prenez le chemin vers Esneux, vous longez cette haie. Et derrière cette haie, il y a encore des débris. Il faut d'ailleurs faire attention de ne pas aller des trous. Vraisemblablement subsistent là, des caves existent toujours en dessous de ces ruines. La grande photo vous montre l'endroit ici avec le petit chemin qui vous permettait de monter vers les maisons, les petites maisons qui sont dans la colline, comme dans la chanson. Là, Voilà pour ce qui est de cette ferme. Je crois que j'ai. Oui. Alors, nous en arrivons à la Rochefaucon. Photo actuelle à droite, photo ancienne à gauche. La photo de gauche est intéressante parce qu'on y voit le canal de Lourdes, vous voyez, ici à droite. Ça vous donne une idée de la dimension de ce canal de Lourdes, qui n'était pas quelque chose de très, très conséquent quand même. On va en reparler. Avec sur le côté gauche, ici, le halage, qui aujourd'hui se trouve largement déplacé vers la droite. Voyez cette zone dégagée ici, donc sur cette ancienne photo, vous avez la Rochefaucon et cette partie dégagée. Vraisemblablement, c'est une partie qui a été exploitée avant. Cette forêt
été régulièrement exploité. La dernière fois qu'on a exploité ces talus au niveau forêt, c'était en 1945. Donc, ça voudrait donc dire que cette photo, effectivement, date d'avant la guerre 40. Oui, j'aurais vérifié si je n'ai rien oublié. Non, 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 ça va. Oui, on parle aussi quand même. J'ai vu des écrits qui a dit qu'il y a eu des éboulements sur cette falaise. Effectivement, on est en zone calcaire, on va y venir, et c'est pas exceptionnel qu'il y ait des éboulements, mais on a cité 1957 comme date. Ça, je suis sceptique, je ne voudrais pas le garantir, mais c'est vrai qu'il y a eu à certaines époques des éboulements. La preuve, c'est qu'on retrouve au pied de cette falaise ici, hein, là, on retrouve des éléments pierre, pierre taillée, pierre polie, parce que c'est un endroit occupé depuis très longtemps, on y reviendra. La Roche-au-Faucon. La photo de droite vous montre la vue de la Roche-au-Faucon, ce que nous voyons de la Roche-au-Faucon, mais on voit surtout le tracé du canal de l'Ourthe. Je viens de vous parler du canal de l'Ourthe, le voilà. Et vous voyez tout le long le fameux quai de halage, parce qu'à cette époque, les bateaux étaient tractés par chevaux ou par humains. Hein. Et puis vous avez à gauche un schéma très raccourci de ce qu'est la Roche-au-Faucon, la falaise, qui est essentiellement constituée de calcaire et qui vous montre là-bas un certain nombre d'événements qu'on connaît au niveau de cette Roche-au-Faucon. Des pertes, donc des ruisseaux qui disparaissent et puis qui réapparaissent quelque part au pied de la falaise pour se jeter dans l'Ourthe. On y trouve aussi des dolines. Vous voyez une doline ici, c'est un défoncement, mais qui n'est pas percé, si on peut parler. Hein. Donc, c'est un défoncement. Par contre, Aven est un mot qui est français, on n'utilise pas ici en Belgique. Hein. Ici, on va parler de douve ou de chantoir. Et la douve ou le chantoir, vous voyez là, c'est vraiment un trou qui donne accès à des cavités creusées dans le calcaire. J'aimerais bien que quelqu'un me demande ce que ça veut dire diaclase, parce que j'ai pris la peine d'aller le vérifier dans le dictionnaire. Hein. Je vous enlève les mots de la bouche. On allait le dire. En fait, diaclase, c'est une fissure dans la roche calcaire, mais c'est une fissure qui est provoquée par usure et pas par déplacement de roche. Donc, c'est par infiltration que cette fissure se crée. Donc, il n'y a pas eu de déplacement de roche. C'est le départ, c'est le point de départ éventuellement d'une doline, d'une douve. Hein. Donc, si on poursuit ce petit schéma-là, on pourrait continuer le dessin et puis quelques centaines d'années après, dessiner ici une douve ou un chantoir. C'est toi la poule au-dessus, là. Ben, c'est pas mal, hein? Ben, ma poule. Ben, j'ai appris ça j'ai un peu oublié la brochure. Ben, oui. Mais au moins, ça illustre bien ce que c'est. Ouais. Oui, ben, ça fait partie du schéma. C'est tout le schéma pour dire, ben quoi, c'est quand même spectaculaire, quoi. Hein? C'est étonnant, voilà. Hein? Alors, c'est vrai que c'est très le sous-sol de notre commune est relativement riche avec ce genre d'événements. Et voici un schéma de une photo et un schéma. La photo de gauche vous montre ce que nous avons dans notre sous-sol. Hein. C'est la couverture d'une revue Regard, qui est une revue de Spéléo. Et c'est le vallon, vous voyez, c'est le vallon de Beauregard. Et le vallon de Beauregard, ben, c'est tout ce que vous avez sur la carte d'en bas. Hein. La ligne que je dessine ici avec la flèche. Et il y a un réseau de grottes là-bas qui a été découvert et qui est toujours en train d'être exploré. Je crois qu'ils en sont aujourd'hui à avoir découvert plus de 3 km de galeries là, en sous-sol, et des galeries et des cavités telles que vous voyez sur la photo. Et ils accèdent à ces galeries par cet endroit. Vous voyez ici. Vous voyez la boucle de l'Ourthe, hein, ici, la Roche-au-Faucon, et par le souffleur de Beauregard. Vous avez la route de Beauregard ici, qui vous mène vers le cimetière de la Croisette. Là, vous voyez. Là, vous avez la Sablière ici, pour vous situer. Et cette carte, qu'est-ce qu'elle vous montre? Elle vous montre les chantoirs importants
on a la douve aux eaux sauvages, que vous connaissez certainement, hein, qui est le long de, quand vous êtes sur la balade de la Rochefoucauld. On y voit aussi la triple douve, ici. On a aussi la douve de la Croisette, qui se trouve à proximité du cimetière de Plainevaux. Le cimetière de Plainevaux est vraiment là à côté, hein. Alors, qu'est-ce qu'on y voit encore? Le chantoir de la ferme, on y va moins, douve aux salamandres. Ce sont des endroits qui sont encore aujourd'hui parfois exploités ou explorés, en tout cas par les clubs spéléo. Ce qui est intéressant aussi sur cette carte, vous voyez, ce sont les lignes ici. La ligne rouge, qui vous montre, par exemple, que l'eau qui disparaît dans la douve de la Croisette ressort au pied de la falaise ici, ressort au pied de la falaise et se jette dans l'ourte. L'autre ligne ici que vous voyez, qu'on voit un peu moins bien, la ressurgence de la Rosière, comme elle est indiquée, provient en fait d'un ruisseau, qui est le ruisseau de Plainevaux. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, quand vous prenez à Plainevaux la rue du ruisseau, un peu avant le cabinet vétérinaire de chez Marcotti, vous avez à côté du ruisseau des travaux de maçonnerie qui ont été faits, qui sont une espèce de cheminée qui est cadenassée, donc il y a une grille fermée par un cadenas. Il y a eu là-bas, il y a quelques années, un effondrement et le ruisseau de Plainevaux a complètement disparu. Il n'y avait plus une goutte au-delà de cette perte. Et cette perte se rejette, donc arrive ici au niveau de la Rosière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec les services travaux? Il y a eu des déversements de béton pour colmater en partie cet effondrement. Pourquoi? Pour garder un écoulement d'eau au niveau de ce ruisseau de Plainevaux. Et ils ont gardé à côté, avec cette cheminée qui est cadenassée, ils ont gardé un accès à cet effondrement. Donc, on peut accéder là-bas à une petite grotte. Je crois que les spéléeux y redescendent de temps en temps pour voir comment les choses se passent là-bas. Mais sinon, le ruisseau de Plainevaux, sans cette intervention, n'existait plus. Donc, cette carte est vraiment intéressante. Il faut dire que nous avons là-bas, dans toutes les zones que vous avez, une zone calcaire. Et dans cette zone calcaire, au-delà des chantoirs et des douves, on y trouve aussi des exploitations minières. Donc, on a extrait le fer à différents endroits là-bas. Il y a d'ailleurs un parcours géologique qui existe, hein, que vous pouvez faire. Ce parcours géologique se situe au départ de pratiquement de la ferme de Nomont ici. Et vous y découvrez des chantoirs, vous découvrez des vestiges de ces exploitations minières, et on peut y trouver aussi des trous de bombes. C'est d'ailleurs la difficulté, c'est de faire la distinction entre ces éléments, chantoirs, bombes, exploitation minière, etc. On a d'ailleurs, tout près de la Sablière, vous voyez la Sablière qui était ici, rue de la Sablière, on a d'ailleurs ici un endroit qui s'appelle les Fosses, hein, et c'est parlant. Ça veut donc dire que là-bas, il y avait des fosses d'exploitation, on y extrayait le minerai de fer. C'était du minerai qui était peu riche et on l'extrayait en faisant des galeries, des puits. Il n'y avait pas de galerie horizontale, on faisait donc un puits d'une dizaine de mètres de profondeur, on extrayait le minerai, puis quand c'était fait, on passait à un puits voisin. Mais il n'y avait pas de galerie horizontale parce que le minerai se positionnait de façon verticale. Voilà pour ce qui est de notre zone calcaire, hein, qui arrive jusqu'au Trou-Bottin. Hein. Donc, ceux qui se baladent à Roteux et qui descendent à travers le lotissement du Bottin, qui descendent vers le moulin de Plainevaux, ben, quand vous sortez dans le pré, ben, il y a un effondrement vraiment à la sortie du sentier, là. Et quand il pleut très fort, ben, vous avez là-bas un plan d'eau qui fait 6-7 mètres de diamètre et puis qui progressivement disparaît en terre et réapparaît. Lui, on ne sait pas encore à quel endroit, donc tout n'est pas encore identifié. Ce sont les spéléos, hein, qui identifient ces trajets. Ils colorent l'eau. Par exemple, d'où de la Croisette, on y verse un colorant. Et puis après un certain temps, on va voir à bord d'ourte si ce colorant ne ressort pas d'une perte ou l'autre. Au pied de la Rochefoucauld, je vous ai dit, il y a eu là-bas une occupation de longue date, hein, déjà mésolithique et néolithique. Mésolithique, on est à moins 10 000 avant Jésus-Christ. Néolithique, moins 5 000. Donc, on est passé là-bas de la pierre taillée à la pierre polie. Et vous voyez là-bas quelques éléments comme on aurait pu en trouver à la Rochefoucauld. On en a trouvé d'ailleurs, hein, des bifaces, des couteaux, des haches, des pointes de flèches, etc.
Et la photo que vous avez à droite, c'est une vue que vous pourriez découvrir dans quelques jours, oui, une quinzaine de jours. C'est le pied de la Rochefoucauld, donc le talus qui monte vers la falaise, couverte d'ail des ours. Pour le moment, l'ail des ours est en feuilles, hein, c'est ouvert. Et là, c'est en fleurs, c'est magnifique parce que c'est un endroit tout à fait protégé. On n'y passe pas là-bas, il faut faire un peu d'escalade pour y arriver. Le seul trajet que vous avez à travers ce champ de fleurs, vous voyez ici peut-être là-bas, il y a quelques sentiers, quelques trajets. Ce sont en fait des trajets habituels que prennent les mouflons. Ils se tracent à travers tout ceci certains sentiers qu'ils empruntent régulièrement. Ils font toujours le même circuit. À faire ce moment-ci sous un soleil, c'est magnifique. Enfin, je vous ai parlé à plusieurs reprises du canal de l'Ourthe, qu'on a vu de la Rochefoucauld. Voici en bas à gauche de nouveau une représentation du canal avec le genre de barque qui pouvait y circuler. On appelait ça des béchettes. Pourquoi? Parce que la pointe était relevée. Une béchette, c'est une pointe. Parce qu'à certains endroits, ces bateaux devaient franchir des veines, c'est-à-dire devaient remonter des petites cascades provoquées par des barrages. Et cette partie pointue leur permettait de remonter sans trop de dommages ces petites cascades. Alors, ce canal de l'Ourthe, vous voyez, devait partir de Liège. Hein, vous connaissez tous le bâtiment de l'ISIL, le bâtiment de la province de Liège, au pont de Fragné. À côté de ce bâtiment, il y a une écluse et c'est le départ du canal de l'Ourthe. Et ce canal de l'Ourthe, vous voyez, devait rejoindre la Moselle et plus loin le Rhin. Donc, c'était la création d'une liaison Meuse-Rhin. C'est un trajet qui devait être à peu près de 260-270 km, hein, avec des dénivelés assez conséquents. Et il était prévu d'installer là-bas un nombre assez terrible d'écluses. On parle de 200 écluses nécessaires, vous voyez, pratiquement une écluse au kilomètre. Hein. Alors, cette construction a commencé sous le règne hollandais dans les années 1927. Et il s'agissait là-bas de canaliser l'Ourthe. Canaliser l'Ourthe, ça voulait dire créer des canaux, mais aussi rendre l'Ourthe navigable à certains endroits en créant des barrages pour remonter le niveau de l'Ourthe. Malheureusement, les travaux avançaient doucement et puis l'indépendance de la Belgique est arrivée en 1830, a mis fin à une partie de ce projet qui a connu un nouveau démarrage, mais sous une autre forme, non plus sous forme de canalisation de l'Ourthe, mais sous forme d'un canal latéral. Donc, ce qui est assez aberrant, c'est que sous le régime belge, on a abandonné le premier projet. On est parti vers un projet tout différent en termes d'architecture. Même les maisons éclusières du premier projet n'ont pas été reprises dans le deuxième projet. Alors, en résumé, tout ça s'est terminé par un canal qui s'est pratiquement arrêté à Comblaine-au-Pont. Mais ceci dit, les travaux avaient été entamés en d'autres endroits, entre autres ici, vous voyez, sur le plan, la ligne rouge, on se situe à la frontière Belgique-Luxembourg, où il était question là-bas de construire un tunnel. C'est le tunnel que vous avez en haut, représenté de façon schématique ici. C'est un tunnel qui faisait, je pense, 2,5 km à peu près, qui aurait dû faire 2,5 km. 1 kilomètre seulement a été réalisé, et vous voyez, suivant quelle technique. On construisait des cheminées, un puits vertical ici, et au départ de ce puits, arrivé à bonne hauteur, on taillait le tunnel à gauche et à droite. Et puis on creusait une cheminée un peu plus loin, même travail, en croisant les doigts pour que tous ces segments se rejoignent. On perçait aussi de temps en temps des cheminées d'aération. Mais vous voyez que le tunnel s'est arrêté quelque part, n'a jamais été terminé. Tous ces vestiges existent toujours et sont aujourd'hui bien documentés. Donc, si un jour ça vous intéresse, vous allez voir du côté de Bernistap, province du Luxembourg, et vous aurez toutes les informations pour voir le début du canal, où on voit toujours son entrée. Vous voyez la photo ici à droite. C'est l'entrée du canal qui est largement envasée, évidemment. Et puis, on vous invite à monter la colline et à vous rendre au Luxembourg, où là-bas, du côté luxembourgeois, on avait déjà taillé les tranchées. Les tranchées étaient déjà prêtes pour accueillir le canal. En résumé, le canal s'est arrêté à Comblain.
a pas mal fonctionné pour le transport de pierres, le transport de bois, etc. Mais tout ça s'est terminé. Pourquoi? Par l'avènement, bien sûr, du chemin de fer. Et les propriétaires de ce canal de l'Ourthe sont partis vers des concessions, ont obtenu des concessions au niveau du chemin de fer et ont donc abandonné la suite de la construction de ce canal. En 1914, tout s'est terminé entre Tilf et Comblain. Donc, ça veut donc dire que le seul trajet qui était encore possible, c'était de faire Liège-Tilf après 1914. Et effectivement, il existe toujours ce canal qui passe derrière Belle-Île hein, et qui partait vers la vieille montagne et qui prenait la direction de Poulseur. Rappelez-vous, il y a encore des tronçons qui subsistent là, du côté de Poulseur, de Chancq, etc. Mais tout ça s'est terminé donc en 14 entre Tilf et Comblain et remplacé par le chemin de fer. Voilà pour l'essentiel. Je me rends compte que pour beaucoup de sujets, ce sont des résumés qui sont vraiment résumés, et que je suis passé peut-être à côté d'un certain nombre d'informations, toujours prêt à vous répondre si vous souhaitiez des compléments d'informations sur l'un ou l'autre sujet. Et puis, je voulais terminer sur une photo qui est quand même une très belle photo qui a été faite par Adrien Lafontaine, dont j'ai déjà cité son nom pour le château de Strivet. C'est une photo, comme vous le voyez, de la Rosière. Hein, c'est une photo magnifique qui a été faite au départ de la Roche-aux-Faucons, qui a été faite la nuit avec les éclairages de la Rosière et puis les éclairages aussi de des petites maisons là, qui se trouvent, comme je l'ai déjà dit, dans la colline. Voilà ce qui termine donc notre voyage à travers la commune. En tout cas, je voudrais vous remercier pour l'attention que vous avez portée à tout ceci. Bien que je n'ai pas entendu beaucoup de réactions, forcément, mais enfin, les échos me disent que ces montages sont vus assez régulièrement. En tout cas, un grand merci. Et à votre disposition, si vous souhaitez des compléments d'information, et toujours intéressé par tout document ancien qui nous aide de la commune, documents photos, papier, etc. Merci à vous. Merci, Edouard. Moi, j'ai deux petites questions, si je peux me permettre. Pourquoi est-ce que l'école de Strivet a fermé s'il y avait 17 élèves au départ et puis 16 à la fin? Est-ce que c'est dû à la mise à la retraite de madame? Mais il y a eu la mise à la retraite de la dame, et puis il y a eu le développement de l'école de Plainevaux. Donc, les élèves de Strivet sont partis à Plainevaux. Hein. Oui. D'accord. Oui. Alors, une autre légende qui intrigue tout le monde sur Plainevaux, c'est l'existence du troupeau de mouflons. On sait d'où il vient, ce troupeau-là. Mais ce sont des bêtes qui ont été réimplantées du côté de la Roche-aux-Faucons. Ça fait quand même quelques années. Hein. Donc, ce sont des bêtes importées. Hein. Donc, qu'on a installées là-bas et qui se sont multipliées, comme on dit, hein, à et tel on sait point combien ils sont encore maintenant? C'est quand même écoute, il y a eu des gens qui les ont vus récemment. Hein, il y en a beaucoup. Il y a eu des troupeaux qui ont dépassé, je crois de mémoire, les 50. Je sais on les a chassés il y a quelques années pour réduire le nombre. Je crois qu'ils sont là encore plus d'une vingtaine, certainement, mais ils se répandent maintenant. Hein. Il y a 2-3 ans, période de sécheresse, ils sont parvenus à passer l'Ourthe et se situer dans le massif de Ranles, hein, sur la colline en face. Et moi, j'en ai vu personnellement dernièrement, tout près de Tennis à Plainevaux, tout près des terrains de football. Donc, il y en a là-bas aussi, peut-être pas des masses, mais il y en a. Donc, ce n'est pas une légende. Ce n'est pas du tout une légende. Non, ce sont des mouflons qui ont été amenés. Du Loch Ness, qui ont été amenés. Oui. Mais ça, dans l'Ourthe, on n'a pas encore vu ça. On n'a rien amené dans l'Ourthe. Attends qu'on va lancer le lago. Le monstre de l'Ourthe, ça sonne moins bien. Oui. Merci beaucoup, Edouard, en tout cas. Merci à toi, Edouard. C'était avec plaisir. À bientôt. Et à bientôt. Au revoir. Bon après-midi à tous. Au revoir.